La deuxième partie de Périscope avec Olivier Lemal. Bonjour Olivier Lemal. Vous êtes dirigeant de EIM. C'est un cabinet, j'ai résumé les choses, je ne sais pas si c'est très précis, cabinet de recherche de talent. Vous cherchez des managers de transition, c'est bien ça? Nous en avons effectivement identifié, qualifié énormément et nous les mettons en place dans les sujets de transformation lourde ou moins lourde, ou les sujets d'amélioration de performance, aujourd'hui essentiellement dans l'industrie. Il y a une grande entreprise en France qui s'appelle l'État, qui est concernée. Il faut la transformer. Mais c'est d'ailleurs, je ne le dis pas de façon négative, c'est le président de la République, il a été élu, qui souhaite sa transformation. Alors, il y a ce matin dans Le Parisien cet entretien du ministre du Budget, Gérald Darmanin. Il y a tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure, hein. La baisse de la fiscalité pour 9 contribuables sur 10, la confirmation que les impôts locaux vont changer, la taxe d'habitation sera supprimée pour tout le monde à partir de 2020. Il y a tous ces éléments, hein, une baisse de 300 € en moyenne par foyer et par an. Puis il y a autre chose, et c'est là-dessus que je voulais votre réaction, ça a attiré mon attention. Écoutez, lisez bien. Je vais proposer, c'est ce que dit M. Darmanin, je vais proposer de déplacer les services de la Direction générale des finances publiques en région, notamment en ruralité. La question qui lui est posée, elle est à l'écran. Un ministère pourrait-il donner l'exemple? Réponse du ministre, non, je ne peux pas répondre à cette question. Donc, c'est bien d'avoir des intentions, mais on voit que c'est compliqué à mettre en œuvre. Et puis, franchement, déménager la Direction générale des finances publiques dans la Creuse, puisqu'il parle de la Creuse lui-même dans cet entretien, à Aubusson, à Guéret, etc., est-ce que c'est la bonne formule? Est-ce que c'est pas un peu la tarte à la crème, tout ça? Alors, ça pose le problème de l'exemplarité de nos dirigeants et des dirigeants. Donc, dans une entreprise, un dirigeant dans le secteur privé, puisque c'est celui qu'on connaît le mieux, l'exemplarité est extrêmement importante. Le dirigeant doit incarner la transformation, il doit incarner tous les changements et les mises en œuvre, les mesures qui sont mises en œuvre, et il doit être exemplaire. Alors, je ne vais pas critiquer M. Darmanin, non, moi non plus. C'est pas le sujet, c'est pas le propos. Non. Mais il faut arriver sur de l'exemplarité de nos dirigeants, et il y a effectivement des conditions de succès de la transformation, et ça, c'en est un. Mais attendez, puisque vous parlez de l'exemplarité, regardez, on a transféré l'ENA, il y a quelques années maintenant, de Paris à Strasbourg. Est-ce que ça a changé les choses, franchement? Écoutez, je ne suis pas... Oui, non, puisque manifestement, on fait toujours le procès de cette école. À tort, d'ailleurs, de mon point de vue. Mais bon, on va en dire deux mots. Précisément, les conditions de la transformation. Vous qui êtes confronté à l'évolution des marchés, à l'évolution de la gouvernance, vous avez en face de vous des entrepreneurs qui peut-être ont les mêmes problématiques que ceux qui dirigent le pays aujourd'hui. Il faut transformer la gouvernance. Il ne s'agit pas de tout changer. Il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais de changer. Quelles sont les conditions d'une transformation réussie? Alors, il y en a plusieurs conditions importantes. La première, c'est que la transformation doit être préparée. C'est pas, on décrète pas une transformation, on la construit, on la bâtit, et ça, on la bâtit avec tous les gens concernés. Donc, il faut avoir déjà un diagnostic partagé pour pouvoir dégager un projet, avoir une ambition. Et ça, c'est la première étape, elle est essentielle, et mieux les gens sont concernés, sont impliqués dans cette création du demain, pour que demain advienne, eh bien, plus la mise en œuvre sera facile. Donc ça, c'est le premier projet. Il faut impliquer, et dans la sphère publique, il faut impliquer tous les gens qui y travaillent et qui aujourd'hui peuvent souffrir parce qu'ils n'ont pas la reconnaissance qu'ils méritent ou qu'ils voudraient avoir, et ils n'ont pas forcément l'efficacité qui est reconnue. Donc oui, il faut écouter, et il faut que nos amis énarques aussi admettre qu'il faut écouter les gens qui participent à tous les niveaux de la sphère publique pour dégager les énergies, les libérer et faire participer tout le monde sur ce projet. Ça, c'est la première. Et puis, il y en a une deuxième, il y en a beaucoup d'autres. Il y en a une qui me vient à l'esprit immédiatement. Il ne faut pas de conflit d'intérêts dans tout ça. Le problème des conflits d'intérêts, c'est que, je le disais de façon un peu caricaturale peut-être tout à l'heure, mais quand on demande à des énarques de changer les nains, c'est compliqué quand même. On voit bien qu'il y a des conflits d'intérêts. Quand on demande à des fonctionnaires de réfléchir seuls à la transformation de la fonction publique,
à un moment, on est confronté à son propre intérêt. Et donc, il y a des choses qu'il faudrait faire, mais qu'on ne fait pas. Alors, c'est une deuxième condition extrêmement importante. Il doit y avoir des objectifs clairs et un calendrier clair, précis, et aucun enjeu de carrière. Dès que vous êtes dans un enjeu de carrière, vous n'êtes plus libre. Vous avez toujours la prochaine étape. Bon, pas d'enjeu de carrière, des gens totalement indépendants. Et attention, pour réussir une transformation, ce n'est pas une autorité de statut qu'il faut. C'est une autorité de compétence. Et il ne faut pas confondre l'intelligence et la compétence. La compétence, c'est être adapté à une situation. Ce n'est pas forcément résoudre des équations de notions théoriques. Oui, voilà. C'est ça. Il faut être dans le pratico-pratique, c'est ce que vous dites. Adapté. Ouais. Et il y a des gens qui sont adaptés dans certaines situations et qui ne le sont pas dans d'autres situations. Et ce n'est pas leur question intellectuelle ou leur intelligence qui est en cause. Ouais. Est-ce qu'il faut, comme c'est écrit au bas de l'écran, privatiser la réforme de l'État? Alors, je veux être très précis. Il ne s'agit pas de privatiser les missions de l'État, encore que ça peut se faire. Ça s'est fait dans des pays avec une forte tradition socialiste, comme par exemple la Suède. Une grande partie des fonctionnaires aujourd'hui sont des contractuels. Ils ne sont plus tout à fait fonctionnaires avec le statut de fonctionnaire. Il y a des agences qui sont des agences privées qui remplissent des missions de service public. Mais je veux parler de la transformation. Après tout, le débat sur est-ce que le service public est le plus à même de rendre un service public, on l'aura après. Pas autour de cette table, mais c'est au gouvernement et aux Français de le trancher. En revanche, il y a une question qui est celle de la transition. Et c'est ce que suggère cette formule. Est-ce qu'il faut privatiser la réforme de l'État? C'est-à-dire la confier à des gens de l'extérieur de l'État pour éviter ce que vous évoquez, les conflits d'intérêts? Alors, on le fait aujourd'hui dans le privé. C'est-à-dire que c'est des gens extérieurs qui souvent sont là pour mener à bien ce projet de transformation et qui partent une fois qu'on est passé d'un projet de transformation rapide à une évolution progressive de l'entreprise. Et d'ailleurs, toute transformation doit finir ou doit aboutir sur des évolutions, sur des phases d'évolution progressive derrière. Mais je précise, oui, c'est bien des gens en CDD qu'il faut pour ça. C'est des gens qui ont des missions claires, des objectifs clairs et un calendrier déterminé. Donc effectivement, ça veut dire des gens qui peuvent être à l'extérieur de l'entreprise s'ils sont compétents. Je voudrais dire qu'aux Pays-Bas, c'est déjà fait. C'est-à-dire qu'aux Pays-Bas, notre homologue, notre EIM aux Pays-Bas, fait un tiers de son activité dans la sphère publique. Et donc, et ça marche. Quand on voit les résultats des Pays-Bas en matière de déficit public, au niveau de dette d'endettement, mais on est excédent budgétaire, absolument, environ 1% en 2019, 53% de dette publique. On est à 100 On est à 100. Le plein emploi. Et le plein emploi, eh bien, voilà comment ils ont fait ça. Alors, ils n'ont pas uniquement, mais ils sont passés par faire appel à des gens qui sont loin d'être des mercenaires. Il ne faut pas penser que le manager de transition est un mercenaire. C'est au contraire quelqu'un qui écoute, qui va avoir une intelligence émotionnelle, relationnelle extrêmement forte pour pouvoir fédérer les énergies, libérer et fédérer les énergies autour d'un nouveau projet. Donc, au fond, vous soulevez une question qui est simple, qu'on aurait dû se poser depuis très très longtemps. Est-ce qu'on peut faire confiance aux agents de la fonction publique et aux dirigeants de la fonction publique pour la changer? La réponse, manifestement, c'est non. C'est compliqué de changer. Non, mais je le dis d'ailleurs sans aucune arrière-pensée. C'est compliqué de changer son propre modèle de travail. C'est toujours utile. Vrai. Vous savez, quand il y a un blocage quelque part, on fait venir un médiateur. On fait venir quelqu'un qui ouvre les esprits, qui ouvre de nouvelles portes, trace des itinéraires auxquels on n'avait peut-être pas pensé par culture. Vous voyez, c'est pas toujours par intérêt, par culture. Est-ce qu'au fond, le vrai problème là, auquel on est confronté en France, c'est pas qu'on s'est trompé d'interlocuteur? Alors, d'abord, je voudrais dire que les énarques
sont des individus à qui on peut faire confiance et qui sont des gens très bien. Mais le sujet n'est pas là. Là, la question, c'est est-ce qu'ils sont compétents, on les met dans les bonnes positions pour. Alors, est-ce qu'ils sont compétents? Alors, ils sont intelligents. Je reprends votre formule de tout à l'heure. Vous avez dit, il ne faut pas confondre l'intelligence et la compétence. Intelligents, ils le sont sans aucun doute, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. D'abord, ils ont une grosse capacité de travail. Ils ont réussi une très belle école. Ils ont probablement un parcours très, très valorisé. Maintenant, la question de la compétence, c'est autre chose. Alors la compétence, oui, alors c'est aussi l'expérience. Compétent pourquoi? Absolument. Et donc il y a forcément des expériences. Et quand on mène, comme les managers le font, des transformations pendant 10 ans, pendant 20 ans, il y a un vrai savoir-faire, des vrais réflexes qui sont très importants. D'autre part, comme je le disais, l'intelligence émotionnelle, relationnelle est quelque chose qui s'acquiert aussi, je pense, avec l'âge. Oui, Et donc, il faut peut-être pas mettre des gens. Il faut mettre peut-être des gens avec des cheveux gris. Voilà, je parle pas pour moi. Bon, très bien. Ou sans cheveux. Ça va aussi ou sans cheveux. Bon, très bien. On va écouter Emmanuel Macron parce que je voudrais qu'on pose le cadre. Alors, il y a ce projet de suppression de l'ENA. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut en parler comme ça, parce qu'il y aura nécessairement une école qui formera la haute administration française. On en a besoin depuis bien longtemps et il n'y a pas de raison que ça change. Mais écoutez, ce qui justifie la démarche du président de la République, il en parlait la semaine dernière dans sa conférence de presse. Je pense que pour faire la réforme que j'évoquais, il faut supprimer, entre autres, l'ENA. Mais pas pour se donner le plaisir de supprimer l'ENA, pour bâtir quelque chose qui fonctionne mieux. Et donc, la mission de M. Thiriez, ce sera de soumettre au gouvernement des propositions très claires pour refonder le recrutement de nos fonctionnaires, pour l'entrée en carrière comme tout au long de la vie, les modes de formation pour nos hauts fonctionnaires et la gestion des carrières. C'est-à-dire là où on crée de la valeur. Alors, il y a un petit mot d'explication à donner. Le président de la République, il parle de M. Thiriez. M. Thiriez, c'est Frédéric Thiriez, qui a été le dirigeant de la Ligue nationale de football. C'est un avocat au Conseil d'État. C'est un grand juriste. C'est quelqu'un qui a une capacité de réflexion et j'espère aussi, mais j'en suis sûr, de propositions pour réformer l'ENA. Est-ce que là, on n'est pas encore dans le domaine des symboles? Alors, il est peut-être dommage que les meilleures élites de la France aillent vers de l'administration et vers du contrôle. Les meilleurs de l'ENA vont à la Cour des comptes, à l'inspection générale des finances ou au Trésor. Et ils ne vont pas là où on crée de la valeur, dans les entreprises, dans l'innovation. Et c'est là où on crée de la valeur. C'est pas en administrant et en contrôlant les gens qui administrent. Donc c'est peut-être un petit peu dommage. Ça veut dire qu'à l'ENA, on apprend à surveiller et pas nécessairement à faire? C'est plus que ça. On apprend à contrôler plus qu'à créer et à innover. Et je crois qu'il y a des formes d'intelligence qui sont différentes et il ne faut pas croire qu'il n'y a que les gens qui sortent de l'ENA qui sont intelligents. Et sans parler même de la compétence. Mais il faudrait un peu changer le contenu de l'enseignement, peut-être l'orienter vers l'entreprise. Alors, il est évident... Est-ce qu'ils sont faits pour ça, d'ailleurs? C'est la question. Je ne connais pas l'enseignement de l'ENA, mais ce que je peux vous dire... C'est des finances publiques, c'est le modèle d'organisation. C'est qu'il devrait passer aussi pas mal de temps en économie et faire de la politique sans l'économie. Pour moi, c'est une gageure. Bien, merci beaucoup Olivier Lemal. Je crois que c'était passionnant parce qu'on a compris qu'il y avait des enjeux importants de transformation du pays. Il ne suffit pas de changer la fiscalité, il faut aussi changer le modèle de gouvernance. Bonsoir Pascal Perrin. Arlette Chapeau. C'est le 8 mai et le 8 mai on fait aussi de la politique. Bien sûr, il y a comme une tous les petite jours. Trêve, le temps d'une cérémonie à l'Arc de Triomphe et puis on fait de la politique, on est en campagne à plein avec une dramatisation autour de la mobilisation décrétée par Emmanuel Macron qui lui-même s'engage dans cette campagne. Julien Drey, Nicolas Bétou. Parfait. Merci de votre fidélité. En ce 8 mai, rendez-vous demain à 16h sur LCI pour une nouvelle édition de Périscope en direct. Propriétaire.